Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Aux États-Unis, blocage de dernière minute. L'accord entre Israéliens et Palestiniens n'est toujours pas signé. Revirement inattendu des Israéliens. En direct, nos correspondants. Et puis, invité de ce journal, Leila Chaïd, déléguée générale de la Palestine en France. La ville du Havre sous le choc après la décision du gouvernement de fermer les chantiers navals. Climat de tension, les élus sont pris à partie. Inauguration d'un centre unique de la recherche génétique, le Génopole, partenaire de ce site à Évry, le public et le privé. Je vous le disais en titre, il est difficile à l'heure qu'il est de dire si oui ou non il y aura un accord entre Israéliens et Palestiniens. Depuis le début de l'après-midi et au fil des heures, les informations qui nous sont parvenues font état d'un revirement des Israéliens qui semblent bloquer la signature, pourtant apparemment acquise au sommet de White Plantation. Pour les Israéliens et maintenant pour les Palestiniens, l'accord, s'il doit intervenir, devrait être signé avant minuit. Charles Anderlin. Dès le début de la soirée, les Palestiniens et les Israéliens annonçaient aux journalistes par téléphone que tous les grands problèmes étaient réglés et qu'il ne restait plus qu'à rédiger l'accord. Mais très vite, James Rubin, le porte-parole du département d'État, et Joe Lockhart, son collègue de la Maison-Blanche, sont venus calmer la presse. Il y a des difficultés, disent-ils, rien n'est encore définitivement conclu. Dehors, dans le froid, les représentants de l'organisation israélienne des familles victimes du terrorisme savent que tout est joué. Meir Endor téléphone à un ministre en Israël où il est 2 heures du matin. Netanyahou a tout lâché, on ne peut plus l'appeler Monsieur Antiterreur. Pendant ce temps, à White Plantation, la rédaction des textes se termine. Les ultimes obstacles sont écartés, un à un, et en début de matinée, la Maison-Blanche, pourtant très prudente ces derniers jours, annonce la conclusion de l'accord. C'est oublier qu'au Proche-Orient, un accord n'est vraiment acquis qu'une fois paraphé, signé par toutes les parties et de préférence devant des caméras. 1 heure plus tard à peine, c'est à nouveau la crise. Monsieur Netanyahou exige la mise en liberté de l'espion Jonathan Pollard en prison aux États-Unis et celle de Hazam Hazam, un druze israélien condamné pour espionnage en Égypte. Officiellement, Israël affirme qu'il n'y a aucun lien entre son revirement et la libération d'un espion juif détenu aux États-Unis, dont au fil des heures, on nous disait qu'il serait libéré et qu'il partirait dans l'avion de Benjamin Netanyahou. Philippe Gassot. Jonathan Pollard est considéré par de nombreux Israéliens comme un héros national. Tout d'abord, j'ai été un espion. On ne peut pas aimer 2 pays en même temps aussi fort comme on ne peut pas aimer 2 femmes de la même façon. L'une d'elles doit souffrir. Arrêté en 1985, cet analyste des services de renseignement de la marine américaine a pu fournir à Israël des informations vitales concernant sa sécurité. Il s'agissait des gaz de combat détenus par les Irakiens, des capacités nucléaires de Bagdad, des plans d'attaque terroristes, etc. En dépit des 50 000 $ reçus, il aurait agi uniquement par idéologie. Il a été condamné en 1987 à la prison à vie sans possibilité de libération sur parole. Dans sa prison, on ne compte plus les officiels israéliens qui lui ont rendu visite depuis maintenant 13 ans. Après 9 jours de discussion marathon et alors que Bill Clinton a mis tout son poids dans la signature de cet accord, voici les grands axes sur lesquels Israéliens et Palestiniens s'étaient finalement retrouvés, du moins pour ce que l'on en sait. Philippe Rochaud. Ces femmes palestiniennes réclament la libération de leurs fils ou de leurs maris détenus en Israël. L'accord prévoit que seuls 750 prisonniers palestiniens sur 3000 seront libérés et à Gaza, les gens sont déjà déçus. Mais l'essentiel de l'accord, c'est l'échange terre contre sécurité. Israël accepte de transférer 13% supplémentaires de sa souveraineté en Cisjordanie à l'autorité palestinienne qui régnera ainsi sur ses multiples tâches en vert sur la carte, représentant quand même 40% du territoire. 150 000 colons continueront donc de vivre ici, protégés par l'armée israélienne. Mais l'histoire retiendra que c'est la CIA, les services de renseignement américains, qui aura un droit de regard sur les services de sécurité palestiniens afin d'enrayer le terrorisme du Hamas. Le futur État palestinien sera placé ainsi sous la surveillance d'une CIA que les Palestiniens n'ont cessé de dénoncer dans leur combat. Mais pour Israël, c'était une garantie de sécurité. Une garantie qui va permettre l'ouverture de l'aéroport de Gaza, inauguré il y a 1 an, mais qui n'a pas vu passer un seul avion, Israël s'opposant jusque-là au trafic aérien. Israël accepte pourtant que l'avion d'Arafat ne soit pas contrôlé.
Enfin, les Palestiniens vont supprimer de la charte de l'OLP les clauses qui préconisaient la destruction de l'État d'Israël, un thème repris régulièrement dans les mosquées intégristes. Et nous rejoignons maintenant en direct des États-Unis Charles Landerlin. Vous êtes à Washington, là où devait se dérouler la cérémonie de la signature de l'accord. Au moment où je vous parle, où en est-on? Avez-vous des nouvelles informations? On imagine la tension, sinon peut-être la déception. Absolument. Eh bien écoutez, effectivement, il y a quelques minutes, j'ai appris que Bill Clinton avait un long entretien avec Benjamin Netanyahou. Les Américains sont furieux. Ils estiment que M. Netanyahou a fait un véritable chantage. Il y a eu des mots assez forts qui ont été dits à White Plantation. Yasser Arafat, lui, trouve tout cela plutôt curieux, presque amusant. Il a remercié tout le monde et il est allé se coucher. Il est très fatigué. Il faut dire qu'à White Plantation, on n'a pas dormi depuis plus de 30 heures, y compris le président Bill Clinton. Cela dit, le grand problème est qu'on approche de l'heure effectivement du Shabbat, ici à Washington, et s'ils ne veulent pas en plus avoir une crise gouvernementale en Israël, eh bien les Israéliens devront cesser toute activité de négociation dans un peu plus de 3 heures. A priori, il ne devrait pas y avoir dans ces conditions une cérémonie de signature aujourd'hui, à moins d'une grande surprise, et dans ce cas, elle se déroulerait à White Plantation et non pas à Washington. Oui, d'une certaine façon, on a le sentiment ce soir que M. Netanyahou cherche à donner des gages à la droite israélienne. C'est une des théories qui était mise ici. D'autres experts, d'autres journalistes émettent également l'hypothèse que M. Netanyahou cherche tout simplement à éviter de signer cet accord. Peut-être a-t-il reçu des coups de téléphone au cours des dernières heures de sa coalition en Israël. Les Américains, certains Américains accusent les Israéliens d'avoir programmé cette crise depuis le début. Merci Charles Landerlin. Ce sont des questions que nous allons pouvoir poser à M. Lancry, que nous rejoignons en direct d'Israël. Vous êtes à Jérusalem, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc l'ancien ambassadeur d'Israël en France. On a le sentiment ce soir que Benjamin Netanyahou souffle un peu le chaud et le froid sur ces négociations. Quelle interprétation donnez-vous à ces revirements de dernière minute? Je crois qu'en fin de compte, nous allons surmonter cette crise somme toute passagère et que l'accord entre nous et les Palestiniens sera signé. Si ce n'est ce soir, à cause des contraintes liées au Shabbat, au respect du Shabbat, eh bien ce sera très probablement le dimanche. Mais espérons qu'aujourd'hui encore on pourra le faire. C'est un sentiment que vous avez ou ce sont des informations que vous nous donnez là? C'est l'évaluation générale qui prédomine à l'heure actuelle en Israël. Je crois que le Premier ministre Netanyahou, qui s'est engagé si loin, ne saurait rentrer en Israël sans un accord en bonne et due forme avec les Palestiniens, un accord somme toute soutenu par la majorité des Israéliens. Oui, mais M. Lancry, on aimerait quand même comprendre ce soir ce revirement de dernière minute. Au fond, est-ce que Benjamin Netanyahou n'est pas en train de donner à l'aile la plus dure des garanties de sa détermination et peut-être même une façon de sauver sa coalition qui menacerait de le sauver, de le lâcher? Ce n'est pas un revirement qui aurait partie liée avec l'accord lui-même, parce que l'accord existe entre nous et les Palestiniens grâce à la médiation américaine. Il y a eu un geste de bonne volonté qu'attendait le Premier ministre. Il souhaitait rentrer avec, si je puis dire, un calmant de taille pour cette partie de l'opinion publique israélienne réticente à l'accord. De toute façon, j'estime que l'ensemble des Israéliens apprécieraient beaucoup un geste de bonne volonté de la part de M. Clinton. 3 ministres du Likoud, le parti précisément de Netanyahou, ont déjà fait savoir qu'ils ne regardaient pas l'accord d'une façon acquise définitivement. C'est donc un problème pour M. Netanyahou lorsqu'il sera rentré en Israël s'il signe cet accord. Il faut comprendre que M. Netanyahou n'est en aucun cas le prolongement idéologique et politique des gouvernements Rabin et Peres. De la région de négation des accords d'Oslo dont il vient, on imagine le cheminement considérable qu'il aura fait. Et à travers cette signature, il y a là une vraie cassure idéologique, d'où les problèmes qui vont se poser à l'échelle interne. Il risque un éclatement de la coalition, peut-être une chute du gouvernement. Et je pense que ce risque a été réellement pris par M. Netanyahou. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je m'adresse maintenant à Leila Chaïd. Bonsoir, vous êtes représentante de l'autorité palestinienne. D'abord, comment avez-vous vécu ces dernières heures et avez-vous, vous, des informations de la délégation palestinienne qui se trouve aux États-Unis? Oui, je crois que je l'ai vécu comme le monde entier qui attendait à 18h heure française la signature des accords comme une totale surprise, surtout qu'on n'avait pas du tout entendu parler ni du cas de M. Pollard ni du cas de Azam pendant les négociations. Et j'ai donc
donc tout à l'heure après la délégation palestinienne qui, depuis 16 heures heure française, attend donc la cérémonie, qui se sent totalement assujettie à cette situation qui ne concerne pas les Palestiniens. Nous ne sommes pas dans les affaires ni israélo-américaines ni israélo-égyptiennes. Alors comment vous interprétez ce soir ce revirement, si revirement il y a? Premièrement, je crois que malheureusement, encore une fois, M. Netanyahou fait payer à la paix le prix de ces tergiversations. On a l'impression qu'il veut rentrer en Israël pour calmer les esprits, comme l'a dit M. Lankri, avec donc ces deux personnes, mais finalement, c'est les accords de paix qui payent le prix. Et je crois qu'aujourd'hui, la délégation palestinienne n'est pas prête à attendre éternellement pour que les questions qui concernent les relations concernant M. Pollard ou concernant M. Azam... Ça veut dire que pour vous aussi, ce soir, où l'accord est signé, ou il n'y aura pas d'accord. Oui, je crois qu'en tout cas, ça ne présage rien de bon sur la mise en œuvre, parce que vous voyez que tous les jours, il y a 2 jours, M. Netanyahou a menacé de prendre l'avion et de rentrer. Aujourd'hui, il retarde la signature à cause des affaires de 2 espions qui ne concernent pas directement la paix. On a l'impression réellement que ce n'est pas très sérieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Je dirais qu'en vous entendant, on a un peu le sentiment que les Palestiniens sont devenus les alliés stratégiques peut-être des États-Unis. Je ne sais pas si c'est les alliés stratégiques, mais en tout cas, aujourd'hui, je crois en tout cas que les Israéliens sont ceux qui se sont mis un peu en dehors de tout ce qui pourrait être un sens de responsabilité historique face à une situation où les Israéliens palestiniens pourraient rétablir la paix. On est loin de l'avoir rétabli ce soir, malheureusement. Alors, quand même, quelques questions sur cet accord qui n'est pas signé, mais qui pourrait l'être. La CIA va jouer un rôle déterminant, un rôle de médiateur, un rôle d'arbitre, un rôle capital. On est un peu surpris que vous acceptiez ce rôle de la CIA. Ce n'est pas notre choix. Nous aurions préféré avoir l'Union européenne présente là, parce que pour nous, notre conception de la sécurité est beaucoup plus proche de ce que les Européens conçoivent. Ça veut dire le droit à l'emploi, à la justice, à la santé. Le rôle de la CIA. Les Israéliens ont fixé toute la négociation sur des questions, je dirais, de sécurité, mais pratiquement policière, très technique. Et c'est la demande israélienne d'avoir un genre de garantie. Mais c'est une demande qui vous rassure aussi. Je ne suis pas sûre qu'elle nous rassure. Je crois que nous préférons en tout cas avoir affaire à la CIA qu'avoir affaire directement aux renseignements israéliens. Nous refusons que les renseignements israéliens interviennent dans nos affaires. Si ça peut d'une certaine manière pousser M. Netanyahou à signer, eh bien tant mieux, mais nous aurions préféré également plutôt avoir les Européens présents qu'une agence de renseignement dont ce n'est pas le métier. C'est un message là que vous adressez aux Européens? Oui, c'est un message et c'est aussi un regret en espérant peut-être que dans les phases sur les négociations sur le statut final, ça veut dire Jérusalem, les réfugiés, les colonies et l'État palestinien, ils seront plus présents qu'ils ne l'ont été à White Plantation. Merci Leila Chahi d'avoir répondu à nos questions. Évidemment, nous interviendrons dans le cours de ce journal si l'accord était signé ou s'il ne l'était pas. La justice espagnole se prononcera jeudi prochain et dira si oui ou non elle est compétente pour juger le général Pinochet. Aujourd'hui, la plus haute instance pénale espagnole a indiqué au juge Garzón qu'elle lui interdisait de déposer une demande d'extradition. Cette information s'inscrit dans un contexte assez confus, puisqu'en Grande-Bretagne même, on évoque désormais la possibilité de libérer l'ancien dictateur malade par compassion. Retour en France, la ville du Havre sous le choc après la décision du gouvernement de fermer les chantiers navals du Havre. Tôt ce matin, les ouvriers et les cadres, dans une même colère, ont rejeté en bloc cette décision et pris à partie les élus locaux, tant de droite que de gauche. Climat de tension extrême dont a été victime Antoine Rufenacht, le maire du Havre. Yann Fanty, Jean-Paul Chausset. Vous en voulez plus du chantier du Havre, c'est tout, c'est terminé. Ma carte d'électeur, elle va aller là où les hommes politiques devraient être, c'est-à-dire dans les chiottes. Il y en a marre. Vous allez foutre 2500 bonhommes. Hué, conspué, pris pour cible par les manifestants, Antoine Rufenacht, le maire du Havre, n'a pas été épargné ce matin. Peu de temps auparavant, il avait pourtant reçu une délégation de salariés en colère pour tenter de les rassurer. Lorsqu'il y a des dossiers difficiles au Havre, tous les élus se retrouvent, toutes tendances confondues, pour défendre les dossiers havrais. J'ai bien l'intention de me concerter avec l'ensemble des élus pour voir quelles actions nous pouvons engager ensemble pour tenter de convaincre le gouvernement de revenir sur sa décision. Convaincre le gouvernement de revenir sur sa décision, c'est aussi l'objectif de tout le personnel des chantiers navals. Venus en nombre, parfois en famille, ils s'avouent totalement dépités. Tous les deux, vous travaillez au chantier? Non, pas moi, mais je suis à mon mari. Et les autres. Et vous, monsieur, ça fait combien de temps que vous travaillez? Moi, ça va faire 17 ans.
Pour eux, comme pour les représentants de la CGT, le syndicat majoritaire, le combat ne fait que commencer. On n'agit pas comme ça. On ne peut pas agir comme ça. Balancer 2500 emplois à la rue, sciemment, après avoir traîné, j'allais dire avec un mauvais jeu de mots, mené en bateau les ouvriers de la navale, c'est véritablement scandaleux dans la façon de faire et c'est tout aussi scandaleux dans la finalité de l'opération qui est mise en route par ce ministère. Devant les portes closes des chantiers, Éric Donfu, chef de file des socialistes de la ville, également mis en cause, a tenu à s'expliquer. Nous voulons que le chantier vive. Les socialistes havrais que je représente ne sont pas en accord avec la décision qui a été prise hier par le secrétaire d'État à l'Industrie, même s'ils approuvent globalement la politique du gouvernement. Lundi, le travail devrait reprendre. D'ici là, les salariés réfléchissent aux moyens d'action à mettre en œuvre pour se faire entendre. Et près de Lille, maintenant, les salariés de l'usine Lewis ont manifesté ce matin pour protester contre le projet de fermeture de leur société en France et de 4 autres en Belgique, décidé par le groupe américain. Plusieurs centaines de manifestants dans les rues de Labassé, accompagnés d'élus locaux qui se sont joints à eux, des salariés belges. La communauté européenne a annoncé hier les premières indemnisations pour les pêcheurs qui travaillent avec des filets maillants dérivants. Ces filets seront interdits d'ici 3 ans, ce que contestent une fois encore les pêcheurs de l'Île-Dieu, premier port de pêche au thon en France. Reportage François Privat et Philippe Ritten. À partir de 2002, ces filets maillants dérivants seront interdits. Sur l'Île-Dieu, la campagne du thon s'achève, alors que la communauté européenne vient d'annoncer les mesures d'indemnisation prévues pour les marins ou les bateaux qui abandonneront la mer. Mais ici, on ne veut pas en entendre parler. Ça va être la mort du Nil, ça va faire comme l'île d'Oléron puis d'autres îles qui sont aux alentours. Nous n'en voulons pas de l'argent, les marins ne veulent pas d'argent, les marins veulent continuer à pêcher. Je crois que c'est clair, il faut que les gens le sachent. À Port-Joinville, le thon fait vivre près de 500 personnes. L'Europe propose 300 000 francs aux marins qui choisiront de rester à quai et 2 millions de francs par bateau désarmé. C'est facile de reconvertir les gars, on va reconvertir tout le monde. Et reconvertir dans quoi? Qu'est-ce qu'on va en faire, des bateaux, des restaurants? C'est lamentable. L'Espagne veut éliminer la pêche française pour être la seule en Europe à produire du thon blanc germont. C'est tout. Et les politiques se prêtent à ce jeu. C'est bien dommage. À l'école de pêche, des mousses de 17 ans s'interrogent. Que vont devenir les 150 marins pêcheurs de l'île? Faut purée, c'est l'Île-Dieu, parce qu'il n'y aura plus de pêche. Ah oui. Et vous tenez absolument à rester vivre ici? Bah ouais, on est né ici, on aimerait bien rester ici. Ultime espoir. Les pêcheurs de l'Île-Dieu ont saisi la Cour européenne de justice. Ils veulent obtenir l'annulation de la décision qui interdit dans 3 ans les filets maillants dérivants. Jean-Pierre Chevènement a quitté en début d'après-midi l'hôpital du Val-de-Grâce où il était hospitalisé depuis le 2 septembre dernier. Aucune déclaration. Le ministre de l'Intérieur devrait commencer une période de convalescence de près de 2 mois avant de reprendre ses fonctions. Et puis cet après-midi, Lionel Jospin a rencontré donc Jean-Pierre Chevènement après sa sortie de l'hôpital. Et voici ce qu'a déclaré le Premier ministre. Vous avez l'air réjoui de l'entretien que vous avez eu. Non, mais je crois que c'est pas à moi que vous vous intéressez, c'est à Jean-Pierre Chevènement, non? Vous avez l'air réjoui de l'entretien que vous avez eu oui, sur le oui, absolument. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Très bien. Dites-nous, très bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet entretien? Qu'il est sorti de l'hôpital, maintenant, déjà, ce qui est donc une nouvelle étape qui est franchie, et puis qu'il va donc pouvoir entamer vraiment sa convalescence. Il avait l'air en forme, si l'on peut parler comme ça? On peut parler comme ça, oui. Absolument. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur le Premier ministre? Vous l'avez-vous vu? Publication aujourd'hui du rapport du Haut Comité de la Santé publique, une photographie instantanée de l'état de santé des Français, une étude portant sur les 4 dernières années et qui indique la baisse de la mortalité cardiovasculaire, celle de la mortalité infantile, baisse aussi des accidents du travail et de la route. En revanche, ce rapport souligne les insuffisances graves du dépistage des cancers. Le point sur ce manque de prévention, Jean-Daniel Fezakier. À gauche, un poumon normal. À droite, une tumeur cancéreuse que l'on voit ici. Des tumeurs comme celle-ci ont tué 20 000 personnes en France en 1995 et le nombre ne cesse d'augmenter. Un cancer qui croît 4 fois plus vite chez les femmes que chez les hommes. Une cause essentielle et principale, le tabac. Mais malgré tous les morts liés à ce fléau, la France a du mal à mettre en place une vraie politique de santé publique en renforçant notamment la protection des non-fumeurs.
Avec 16 000 décès par an, le cancer du côlon et du rectum est lui aussi mal combattu en France. Pourtant, les moyens de dépistage existent et techniquement, par exemple, la recherche de sang dans les selles n'est pas compliquée à réaliser. Seulement qu'aujourd'hui, la décision politique de mettre en place ce dépistage. La lutte contre les cancers féminins est elle aussi particulièrement défaillante. Le cancer du col de l'utérus tue 1600 femmes par an. Un dépistage bien organisé avec des frottis faits tous les 3 ans éviterait entre 500 et 1000 décès. Mais l'échec le plus flagrant concerne le dépistage du cancer du sein. 11 000 morts et 34 000 nouveaux cas par an. De par le monde, toutes les études ont montré qu'un dépistage systématique et régulier entre 50 et 70 ans permet de réduire de 30% le nombre de décès liés à cette tumeur. À ce jour, ce dépistage systématique n'est toujours pas proposé aux femmes françaises. Avant le coup d'envoi dans un peu plus d'un mois du Téléthon sur notre chaîne, l'inauguration du Génopole cet après-midi à Ivry en présence de Dominique Strauss-Kahn et de Claude Allègre. Cérémonie d'ouverture de ce qui pourrait être demain le plus grand centre de recherche génétique alliant le privé et le public. L'exemple de cette petite entreprise qui rejoindra dans quelques jours ce site unique en France. Françoise Vallée, Claude Sicard. Ici se prépare la médecine de demain. Des cellules modifiées génétiquement apporteront les médicaments directement dans les tissus malades. Ces chercheurs, issus de laboratoires publics, travaillent sur le cancer du cerveau et les maladies de la rétine. Faute de moyens dans leur laboratoire, ils ont décidé de créer une société privée afin de développer leur projet. Pour développer ces nouveaux traitements dans ces maladies pour lesquelles il n'y a pas encore de traitement, on est obligé d'aller vite. Et donc en particulier de recruter un certain nombre de personnes, ce qui est pour l'instant effectivement très difficile à envisager dans la recherche publique. Mais je crois qu'effectivement il y a cette complémentarité recherche publique, recherche privée qui est essentielle à développer. Hébergée par le CNRS, la société est passée en quelques mois de 4 à 17 personnes. Dans quelques jours, tous ces chercheurs s'installeront ici, à Génopole. Ce site, au sud de Paris, doit réunir les meilleures équipes publiques et privées impliquées dans la génétique. Génopole est, je crois, le meilleur exemple de cette union entre secteur industriel, secteur de recherche, dans un respect mutuel des droits et des devoirs de chacun. L'objectif de Génopole, faire avancer la recherche française. Cette concentration de grands laboratoires publics, d'entreprises privées et d'investisseurs est aussi une formidable opportunité pour des milliers de jeunes scientifiques en quête d'emploi. À Limaille-Brévannes, dans le Val-de-Marne, 11 sans-papiers ont entamé depuis le début du mois de septembre une grève de la faim. Leur état de santé devient inquiétant et des associations lancent un appel au Premier ministre. Patrick Fandiot, Didier Dahan. Monsieur Laurent Saphir. C'est un conseil municipal un peu inhabituel qui se tient dans cette salle de la mairie de Limeil-Brévannes. Il y a seulement quelques minutes, dans cette même pièce, étaient rassemblés une vingtaine de sans-papiers, dont 11 en grève de la faim, expulsés le mois dernier de la cathédrale de Créteil. Pour pouvoir réunir le conseil, le maire a dû les installer dans son propre bureau. Un geste symbolique pour leur exprimer son soutien. Il juge le gouvernement trop strict sur la procédure de régularisation. Il est important de prendre la situation telle qu'elle existe aujourd'hui pour ces personnes qui sont venues se présenter dans les préfectures, pour lesquelles on a fait des listes. Eh bien, il me semble important que les préfectures, en fonction de ces listes, régularisent la situation. C'est pas possible, ça fait un peu fichage, vous comprenez. En 53 jours de jeûne, la ration quotidienne n'a pas varié. 1 litre d'eau sucrée et quelques vitamines. Le médecin qui surveille l'évolution de leur état de santé constate des pertes de poids de l'ordre de 15 kilos. On craint d'être amené à leur suggérer d'arrêter la grève de la faim ou d'être hospitalisés. Mais pour l'heure, les grévistes excluent tout arrêt de leur mouvement tant qu'ils n'auront pas reçu de titre de séjour. Si on n'était pas déterminé, on allait l'arrêter. Mais on est déterminé à aller jusqu'au bout. Nous sommes prêts même à mourir pour avoir les papiers et rester en France. La préfecture du Val-de-Marne considère que toutes les voies de recours sont épuisées. Les grévistes, eux, espèrent mobiliser l'opinion publique en organisant dès ce soir une veillée de solidarité.
Et puis, nous apprenons à l'instant qu'un accord serait sur le point d'être signé entre Israéliens et Palestiniens. C'est du moins ce qu'indique un haut responsable palestinien. Évidemment, si nous avons davantage d'informations, nous reviendrons dans le cours de ce journal sur cet accord et peut-être nous aurons en direct de Washington notre correspondant. Retour en France, Charles Millon, pour la première fois depuis sa réélection, grâce aux voix du Front National à la présidence du Conseil régional Rhône-Alpes, a été mis en minorité. Le vote négatif du Front National marque le poids du parti de Jean-Marie Le Pen, capable donc de paralyser les décisions du Conseil. À Toulon, l'adjoint au maire Front National, Jean-Pierre Calonne, a été mis en examen ce soir et écroué pour viol, agression sexuelle et harcèlement. Cet élu préside l'office municipal HLM de la ville. Pour l'instant, l'enquête menée par la PJ de Toulon aurait permis de retrouver 5 victimes. Henri Emmanuelli, l'ancien trésorier du Parti socialiste, a été mis en examen dans le cadre de l'affaire d'Estrade, du nom du député des Pyrénées-Atlantiques, dont le dossier concerne un réseau de trafic d'influence et d'escroquerie. Le juge en charge du dossier a perquisitionné à son domicile privé dans les Landes. Olivier Carhoff. Sa condamnation dans l'affaire Urba l'avait déjà contraint à quitter la scène politique, c'était il y a près d'1 an. Mais Henri Emmanuelli n'est pas quitte pour autant avec la justice. Le 15 octobre dernier, il a appris sa mise en examen pour complicité d'abus de biens sociaux et de trafic d'influence dans une autre affaire de financement occulte du PS. Un dossier instruit à Pau depuis plus de 3 ans et qui se base sur les accusations d'un ancien député, lui aussi socialiste, Jean-Pierre d'Estrade. À l'été 95, après 8 mois de prison, cet homme écrit au juge d'instruction 7 pages d'aveux sur les pots de vin que lui auraient versé de nombreuses grandes surfaces. En tout, 33 millions de francs collectés entre 88 et 92 et destinés, affirme-t-il, au Parti socialiste à la demande d'Henri Emmanuelli, à l'époque trésorier du parti. Carrefour, Casino, Auchan, pour obtenir l'autorisation d'ouvrir un nouveau supermarché, ces entreprises auraient versé jusqu'à 6 millions de francs. Une quinzaine de dirigeants de la grande distribution ont ainsi été mis en examen. Le siège du Parti socialiste, lui, a eu droit à une discrète perquisition il y a quelques semaines. Rue de Solferino, on ne souhaitait pas ce soir s'exprimer sur les derniers démêlés judiciaires d'Henri Emmanuelli. Alors que se tient à Paris le Salon de l'Environnement, l'exemple de nouvelles affectations pour les emplois jeunes, un nouveau métier destiné à protéger la nature et en particulier les côtes françaises, l'exemple en Haute-Normandie, Agnès Gardet et Guillaume Fautra. La vie de tempête ne les a pas fait reculer. Ce matin, Romuald, Pierre et les autres ont une fois de plus bravé le vent et la pluie. Opération de la journée, ratisser cette plage de Galets à Sainte-Adresse, tout près du Havre. Une plage extrêmement fréquentée où viennent échouer toutes sortes de déchets. Chaque personne prend un sac et dans l'ordre, chacun trie un truc. Comme moi, là, je suis en train de trier tout ce qui est plastique. Une autre personne va faire le caoutchouc, une autre personne le bois, la ferraille, etc., etc. Romuald, de 20 ans, charcutier de formation mais sans travail, vient d'être recruté comme emploi jeune par l'association de sauvegarde du littoral Aquaco. Idem pour Pierre, géologue. Tous les deux, ils ont décidé d'apprendre le métier d'ouvrier côtier, un métier neuf, encore mal défini. Nous, on regarde juste vite fait, si ça nous paraît dangereux, hop, on met de côté, on prend... Voilà. Vous alertez? On alerte. Voilà. C'est un peu notre rôle aussi, hein, d'ouvrier côtier, c'est de voir s'il y a un problème et essayer tout de suite de le détecter. Il faut que ces ouvriers-là soient capables d'analyser, de déclencher la veille anti-pollution, de déclencher les secours, de déclencher l'organisme qui correspond à l'alerte, et ensuite préserver, faire de la pédagogie au niveau des enfants, au niveau des classes. Les ouvriers côtiers font leur premier pas. Ils viennent tout juste de grossir les rangs des métiers de l'environnement en plein essor. Déjà 6 000 emplois jeunes créés dans cette filière depuis 1 an. Ici, au Pays de Caux, ils sont 3 à veiller sur les plages et les falaises, et ce n'est qu'un début. Nous partons tout de suite à Washington, aux États-Unis, où nous retrouvons Charles Anderlin. Charles, on apprend à l'instant qu'un accord serait sur le point, ça y est, d'être signé entre Israéliens et Palestiniens. Quelles sont vos dernières informations, vous confirmez ? Je ne peux pas encore vous le confirmer. On parle effectivement de la possibilité de la signature d'un accord d'ici 1 heure, 1 heure et demie. Certains pensent le faire à White River, c'est-à-dire sur les lieux de la conférence, parce qu'on approche trop de l'heure du Shabbat, heure à laquelle les Israéliens doivent cesser toute activité. Peut-être même dans 1 heure à Washington. C'est encore un point d'interrogation. Apparemment, Bill Clinton, Netanyahou et Ariel Sharon ont réussi à se mettre d'accord sur Jonathan Pollard. Y a-t-il eu des nouvelles données précisément ?
À la seconde même, non. Très bien. Vous restez avec nous en ligne et s'il y avait de nouvelles informations avant la fin de ce journal, vous réinterviendrez. Je vais tout de suite demander à Leïla Chahid qui est restée avec nous un mot de réaction, évidemment, peut-être la joie, en tout cas le soulagement. En tout cas, après une nuit rocambolesque, je crois que c'est un soulagement réel. Il y a beaucoup de choses très sérieuses à faire maintenant. Il faut se mettre au travail. J'espère que donc cette nouvelle se confirmera parce qu'on n'est qu'au début d'une mise en œuvre d'un accord qui a encore énormément à faire avant de rentrer dans les négociations sur le statut final. Mais c'est sûrement un soulagement. Les chances de la paix, en tout cas, ça en vaut la peine. Oui, en tout cas, je crois que ça en vaut sûrement la peine pour nous et pour les Israéliens. Je vous propose tout de suite de voir les réactions en Israël. Jean-Marc Ilouz. Des 9 jours de casse-tête à Washington, comme des 7 ans de négociations de paix, l'Israélien moyen, saturé d'informations contradictoires, ne sait retenir qu'un mot, sécurité. Et ce matin, dans le centre de Jérusalem, une majorité pour le oui, mais pas pour le bravo aux accords. Je pense qu'il n'y a pas de... Il faut le faire, on n'a pas vraiment le choix, donc c'est risqué. Dans les collines proches de Ramallah, capitale administrative de l'autorité palestinienne en Cisjordanie, 31 implantations israéliennes et 23 000 colons. Ici, accord égale trahison égale danger. Déjà cet après-midi, Menahem Gourari coordonnait les manifestations à venir contre un gouvernement que jusqu'ici il soutenait, celui de Benjamin Netanyahou. Si Netanyahou est allé à Wine Plantation et n'a pas respecté le mandat qu'il avait, que nous lui avions donné pour qu'il tienne ferme sur ces positions-là, nous allons combattre cet accord-là, nous allons commencer à manifester de manière radicale à partir du dimanche matin. À Bethléem, désormais sous contrôle palestinien, le tourisme fait vivre une bonne partie de la population. Pas d'hostilité à l'accord Arafat-Netanyahou, à condition, dit-on partout, qu'il soit réellement appliqué. Cet architecte palestinien, qui travaille à la rénovation de la ville, se montre optimiste. Cet accord pourra nous amener dans le futur à construire notre État, dans la mesure où on est obligé de cohabiter avec les Israéliens. Un point de vue bien éloigné de celui des 2000 manifestants du djihad islamique qui cet après-midi à Gaza dénonçaient tout accord avec Israël et brûlaient un cercueil symbolique des accords d'Oslo. Côté israélien comme côté palestinien, un même soulagement mais un même scepticisme. Soulagement car un échec à Washington aurait fait voler en éclats les derniers garde-fous des accords d'Oslo dans un climat déjà bien explosif. Scepticisme quant à l'application véritable de ces accords. Question, Netanyahou et Arafat seront-ils capables de tenir les extrémistes de leur propre camp pour tenir parole? Une page sportive à présent. Dans la course du monde en solitaire à la voile, en 4 étapes, Marc Tiercelin et Isabelle Autissier continuent la course en tête, même si le navigateur français commence à rencontrer des difficultés avec son bateau. Il lui reste encore une dizaine de jours avant d'atteindre le cap, la première étape. Christophe Duchéran. Tournées au moment du départ, ces images du bateau de Marc Tiercelin sont trompeuses. À l'époque, son monocoque de 18 mètres avait belle allure, mais aujourd'hui, après 41 jours de mer, c'est une autre histoire. Depuis quelque temps déjà, la grand voile part en lambeaux avec une déchirure de 2 mètres de long. Elle n'est plus exploitable qu'au tiers de sa surface. Tiercelin est en tête, mais il commence à y avoir des failles aussi dans son moral. J'ai essayé de m'accrocher à mes petits camarades, mais je pense que la main c'est du temps, cette part. Mais c'est vrai que là je pénalise en vitesse, quoi. Le bateau il est sous-régimé. Depuis le départ de Charleston, 9000 km ont été parcourus. Et chose rare à ce niveau, les 4 premiers bateaux sont encore très proches. 35 km à peine séparent Isabelle Autissier, deuxième de Marc Tiercelin. Et les 2 Anglais qui suivent n'ont pas encore dit leur dernier mot. Comme les autres, Isabelle Autissier est en train de contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène. Du chemin en plus, du repos en moins. C'est sûr que c'est long, quoi. On sent que physiquement, ça commence à tirer un petit peu, quoi. Mais c'est vrai que ça a été une étape, enfin bon, elle n'est pas finie, je sais pas encore ce que ça va nous réserver, mais on s'est à peu près pris dans la gueule tout ce qu'on pouvait se prendre dans la gueule, quoi. Voilà, c'est dit, et en termes pas très élégants, mais tout le monde l'a compris, pour Tiercelin, Autissier et les autres, cette première étape n'est pas une partie de plaisir. Au Louvre, à Paris, exposition unique de sarcophages égyptiens. La plupart datent de l'ère romaine, une véritable découverte que nous font partager Gérard Dalmaz et Pierre Moscovici. Ses yeux regardent loin, bien au-delà du spectateur. Portrait à l'encaustique sur bois de cèdre vers 120 en Égypte romaine. D'une fraîcheur intacte, cette œuvre pourrait avoir été faite de nos jours, et pourtant, elle a 18 siècles.
Voici la reine de la galerie des peintures sur les sarcophages romains d'Égypte et leur science étonnante de la lumière. Ces visages avaient pour mission de garder l'apparence de la vie. Ce type de momie à l'effigie troublante a été exécuté de -30, Cléopâtre, à long 650. Ce sont les fameux portraits du Fayoum, du nom de l'oasis antique. Les pillards, les premiers, ont dégagé ces merveilles. Heureusement, les archéologues ont pris le relais et leur découverte continue dans toute la région. Les traditions pharaoniques étaient très présentes pendant la période romaine. L'or, la chair des dieux, divinise la momie, la transforme en un Osiris, maître de l'au-delà. Pour que le corps puisse un jour revivre, la momification s'est très longtemps pratiquée malgré les chrétiens. Le cher disparu devait être nommé sur sa dépouille, faute de quoi son existence était à jamais engloutie dans le néant. Plastron à la plastique avantageuse, un cartonnage moulé pour embellir le cercueil, identification à la déesse de l'amour. Performance suprême que de conserver aux morts l'expression du vivant. Ces portraits idéalisés étaient des séries quasi industrielles, parfois personnalisées après le trépas. Très rarement, le visage authentique de l'intéressé de son vivant. Dans ce cas, mais comment le deviner, nous avons affaire aux quelques portraits survivants de l'Antiquité. Les icônes byzantines s'inspireront largement de cette présence sereine au regard éternel. Jadis, les Romains d'Égypte affirmaient que la mort est renaissance. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle la principale information, le principal titre de ce journal. Aux États-Unis, nous venons de l'apprendre, un accord sera finalement signé entre Israéliens et Palestiniens dans moins d'une heure. C'est ce qu'annonce la Maison-Blanche. Une annonce donc certaine après cette journée d'incertitude. Dans un instant, la météo Isabelle Martinet, dernier journal minuit et demi Christophe Tortora. Demain à 7h dans Théo Café, Catherine Sellac reçoit le réalisateur Jean-Pierre Mocky. Je vous retrouve demain à 13h et à 20h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.